Bismillah. Quand l'alarme retentit dans la nuit, le sort de l'Offertus était déjà scellé. L'Aqualier, un bateau flambant neuf de 350 mètres de long, transportant 500 000 tonnes d'eau douce, fut horizonné en 10 minutes. Le système d'alerte avait réagi trop tard. Défaillance technique, concluraient les experts. Super matos de brouillage, se féliciteraient les pirates. Le sillage provoqué par le périscope du sous-marin ennemi aurait pu témoigner de la présence à fleur d'eau du submersible, mais sur l'Aqualier, personne ne regardait les écrans de contrôle. L'heure avait été bien choisie pour l'attaque. La finale du mondial 2026 accaparait toute l'attention de l'équipage. Agglutiné devant l'holos écran mural du mess, le capitaine de l'Offertus eut juste le temps de tirer un coup de feu sur un des chiens de mer avant de se faire trancher la gorge par un autre pirate surgissant dans son dos. 24 corps, ceux des membres d'équipage de l'Aqualier, finirent dans une gerbe d'écume au large des îles Kuria Muria, en mer d'Arabie. Le 25e fut jeté à l'eau quelques heures plus tard. Il s'agissait de l'homme atteint par le capitaine. Il n'avait pas survécu à la blessure. Les chiens de mer ne laissaient pas de traces. À Bombay, à 1000 km du lieu de l'abordage de l'Aqualier, Lucius avait suivi l'attaque de l'Offertus en direct sur son ordinateur grâce à la webcam frontale de Silten, le chef du commando. L'Aqualier est à nous, déclara Lucius. Silten l'amène au lieu de rendez-vous prévu. Bien, répondit laconiquement une voix au téléphone. Et ensuite, son mystérieux correspondant, qu'il ne connaissait que sous le nom de Fatoum, laissa Lucius dans l'attente juste le temps nécessaire pour que l'angoisse lui monte à la gorge. Et s'il ne faisait plus confiance au chien de mer, je vous contacterai pour une prochaine opération. Il raccrocha. Lucius poussa un soupir de soulagement, puis il sourit en pensant qu'il allait pouvoir, en attendant, s'occuper de ses propres affaires. Une occasion en or se présentait ce week-end de se faire un paquet de fric et de démontrer que les chiens de mer étaient les meilleurs pirates du XXIe siècle. Et tout ça grâce à cette petite gourde de Tara. Tara gardait obstinément les yeux braqués en direction du hublot. Le sifflement des réacteurs combiné au bruit des pales de l'héligette la dispensait de faire la conversation sans voisin. Et c'était tant mieux. Elle était en colère depuis le matin et n'avait nullement envie de bavarder avec le jeune cadre de la compagnie Hydror qui s'était installé à ses côtés. Le garçon était pourtant séduisant, grand, brun, le visage anguleux des Méditerranéens. Il s'était présenté avec courtoisie. Son français était impeccable, seulement teinté d'une pointe d'accent. Mademoiselle Saïma, n'est-ce pas? Je suis Gavril Ranem, chargé d'assister le directeur d'Hydror pendant ce voyage. Vous êtes interprète, à ce qu'on m'a dit. Interprète stagiaire. Tara avait répondu en ne desserrant pas les dents. Hélas, pensa-t-elle, de ce fait, je suis taillable et corvéable à merci. Je devais passer mon week-end avec Lucius, resto, boîte, et peut-être enfin se serait-il décidé à m'emmener chez lui. Mais non, le rêve était trop beau. Son chef direct, Cliff Jorid, en avait décidé autrement. Monsieur Jorid nous a expliqué qu'il vous avait demandé de remplacer sa collègue spécialisée en arabe, car cette dernière est malade. Vous parlez donc l'arabe? Oui, pas vous, évidemment. Si, je suis juriste international et d'origine palestinienne. Dans cette partie du monde, il vaut mieux parler aussi l'arabe. Alors, le Kupatara, vous auriez pu faire le travail vous-même et traduire directement ce que votre patron va dire au prince de Oman. Et moi, j'aurais pu passer le week-end à Bombay avec mon ami. La sécheresse de la réplique fit taire Gavril Ranem. Le jeune homme boucla sa ceinture, puis se plongea dans la lecture des consignes de sécurité de l'héligette trouvées dans le dossier devant lui. Au bout d'un moment, il fit une seconde tentative d'approche en se voulant droit. Notre expédition vers le golfe de Kutch nous entraîne au-dessus de la mer sur plus de 500 kilomètres. Autant savoir où sont les gilets de sauvetage. Après un petit rire forcé, il ajouta: d'autant qu'on risque aussi d'en avoir besoin sur les plateformes. Ça coule, ces choses-là, si le requin mordre trop les piliers. Tara lui jeta un regard glacial. Je me moque de l'endroit où nous allons, jeta-t-elle. Gavril ne dit plus un mot. Les ligettes volaient bas et par moments on pouvait voir
son ombre glissait sur les flots turquoises. À aucun moment, Tara n'avait regretté d'être venu faire son stage de fin d'études au bureau de l'ONU, en Inde, à Bombay, sous l'égide de Cliff Jorid, maître-interprète en hindi et autres langues orientales. Elle avait eu l'occasion de faire de nombreux déplacements à travers l'Inde. Cette partie du monde était magnifique. Elle adorait le pays et surtout, depuis un mois, elle avait le cœur qui battait plus fort lorsque Lucius, un jeune Eurasien rencontré à un cocktail, l'invitait à le suivre dans ses virées nocturnes à Bombay. Et zut, gronda-t-elle, ce soir, Lucius sortira sans moi. Son maître de stage ne lui avait pas laissé le choix. Il l'avait réveillé aux aurores. J'ai besoin de vous, Tara, avait déclaré Cliff au visiophone. Nous devons accompagner Astrid Pergen à Hydror Islands pour une importante réunion. Madame Pergen occupait le poste de déléguée de l'ONU à Bombay et Cliff Jorid était son interprète attitré. Lorsque ses fonctions la conduisaient à rencontrer des personnalités locales, Astrid Pergen partait toujours accompagnée de Cliff. Depuis 6 mois, Tara les suivait et observait le travail passionnant de son maître de stage. Mais là, vraiment, elle l'aurait volontiers envoyé au diable. Allez, là non. Ma collègue est clouée au lit avec une gastro-entérite, avait expliqué Cliff. J'ai besoin de vos compétences en arabe. Tara, nous aurons affaire à des représentants de plusieurs pays, l'Inde, les États-Unis, Oman et Suisse. L'Omanais est un parent du sultan, il ne comprend que l'arabe, et même si l'assistant du directeur d'Hydror parle arabe, Tala savait maintenant qu'il avait voulu parler de Gavril. On ne peut pas se permettre de lui confier une traduction officielle. Je m'occuperai du hindi pour le délégué indien. Les autres parlent anglais sans problème. Tala n'avait même pas eu à demander l'heure du départ. Je passe vous prendre dans une heure. Faites votre valise. Nous partons pour 2 jours. Considérez ça comme une croisière. Après tout, je vous emmène dormir en mer. À ce souvenir, Tara poussa un soupir de rage et maudit Astrid Pergen. Une croisière en mer. Quelle bonne blague. Hydror Island était un chapelet de plateformes de forage au large de l'embouchure de l'Indus. Super comme lieu de week-end. Quelle fille n'aurait pas rêvé de se retrouver seule au milieu de la mer avec une dizaine de vieux politicards. Elle avait tout juste eu le temps de laisser un message sur le répondeur de Lucius pour lui raconter ses malheurs. Tara jeta un regard vers Gavril alors qu'il posait son ordinateur portable sur la tablette. Avec un petit sourire, il dit, comme pour s'excuser, « Je vais travailler un peu. Les données sont encore assez confuses en ce qui concerne la participation des Suisses dans le projet. » Tara jeta un coup d'œil circulaire. Outre Cliff, Gavril et elle, 2 autres personnes avaient pris place dans l'héligiette avec eux. Astrid Pergen, évidemment puisqu'elle était à l'instigation de ce déplacement, et Hayden Cork, le patron de Gavril, le PDG de la multinationale Hydror. Les Suisses ne sont pas là, confirma son voisin en suivant son regard. Ils nous attendent sur place. Ils financent le projet demanda Tara, dont la curiosité chassait toujours la mauvaise humeur. Oh non, pas du tout, répondit Gavril, ravi qu'elle semble ne plus lui en vouloir. Ce sont eux qui fabriquent le biostuff. Le quoi? Le biostuff, c'est le nanotissu dont sont faits les ballons d'eau. Au fait, on vous a dit que nous allions sur une plateforme qui extrait de l'eau douce du fond de l'océan. Les sourcils de Tara durent se soulever à une telle hauteur que Gavril se mit à rire. Je vais vous expliquer, déclara-t-il. Regardez. De l'index, il effleura son écran qui s'illumina. Les guerres de l'eau. Tara avait 10 ans lorsqu'elle avait eu lieu. Petite fille gâtée, elle ne s'était pas rendue compte de grand-chose. Les conflits s'étaient déroulés loin de chez elle, loin de la France. Ils avaient duré plusieurs semaines, 2 mois tragiques aux conséquences irrémédiables sur la vie des hommes. Elle se souvenait de la peur silencieuse de ses parents. Elle avait appris dès cet âge-là à se méfier de toute eau d'origine inconnue. Ensuite, au lycée, en bonne élève, elle avait potassé ses cours et retenu quelques dates essentielles à la compréhension du nouvel ordre mondial. Le conflit entre la Turquie, la Syrie et l'Irak avait mis le feu aux poudres. Dès le début du XXIe siècle, on savait pourtant que les barrages construits sur l'Euphrate étaient autant de mèches allumées.
Eh bien, tout avait hélas explosé. Des antécédents sérieux n'avaient pas servi de sonnette d'alarme. Le Jourdain, la mer d'Aral, le Gange, le Danube et bien d'autres lieux de conflit auraient dû alerter tous les hommes politiques, mais seuls quelques-uns en plus des scientifiques et des écologistes, conscients de la fragilité de la planète bleue, avaient à l'époque saisi l'extrême gravité des enjeux. Le stress hydrique asséna Gavril, vous savez ce que c'est. Dites toujours, suggéra Tara. Finalement, ce garçon était intéressant. Maintenant qu'il expliquait à Tara pourquoi et comment on était arrivé à chercher de l'eau douce sous les mers, elle trouvait le temps moins lent. C'est très simple, examinez cette carte. Elle se pencha pour mieux détailler l'écran. Ses boucles brunes chatouillèrent la joue de Gavril au passage, mais il ne s'en serait plaint pour rien au monde. Tara était jolie, très élégante. Visiblement, elle plaisait à Gavril. Restait au jeune homme à trouver comment lui rendre agréable la corvée de cette réunion en mer. Un planisphère couvrait l'écran de l'ordi. Vert, bleu, jaune. En bleu, évidemment, les océans, en vert, toutes les parties riches en eau des 5 continents. Et en jaune, les zones de stress hydrique. Ce sont les déserts, conclut Tara, un peu dépité, en reculant pour se caler à nouveau dans son siège. Pas seulement, objecta Gavril, si seulement c'était aussi simple. Regardez. L'Inde en fait partie, et tout le Middle West américain. Le stress hydrique, pour schématiser, c'est le déséquilibre grave entre les quantités d'eau utilisées et les ressources disponibles. Il y a encore pas mal de verre, ironisa Tara avec un geste négligent vers l'océan, vers l'écran. Oui, mais cette carte date de 2003. À ces mots, la jeune fille fronça les sourcils. Si longtemps que ça, 2003. C'était l'année de sa naissance. Elle le dit, et Gabriel sourit. Maintenant, je sais votre âge. Elle se renfrogna. Pardon, dit-il aussitôt. Ne croyez pas que je vous ai piégé, mais cette carte est une référence extrêmement connue. Cette année-là, 2003, fut déclarée année internationale de l'eau douce par l'UNESCO. Et pour la première fois, le grand public prit vraiment connaissance des sinistres perspectives annoncées à l'horizon du premier quart du XXIe siècle. Nous y sommes, et la pénurie est pire que tout ce qu'on avait imaginé. Gavril laissa passer quelques secondes, puis reprit. Un jour, il y a de cela plusieurs années, quelqu'un a eu l'idée de chercher dans cette direction. Il posa son doigt sur l'écran et le balaya d'ouest en est en un long arc de cercle. Un surlignage apparut alors sur la carte, partant de la ville canadienne de Vancouver, au bord de l'océan Pacifique, pour barrer le Middle West américain, traverser l'Atlantique et surgir sur les côtes africaines, au niveau de Dakar. Ensuite, le tracé de Gavril suivait les grands déserts de Sahara, l'Arabie, le nord de l'Inde et se perdait loin à l'est au niveau du désert de Gobi. La ligne des déserts, murmura Tara, c'est connu. Bien sûr, vous savez ce qu'on pouvait trouver sous le Sahara dès l'an 2000. Vous voulez parler des aquifères transfrontaliers? Gavril acquiesça. La famille de Tara était d'origine nord-africaine. Elle avait souvent entendu les siens parler des deux richesses du désert. L'or noir d'abord, l'or bleu ensuite, le pétrole, puis l'eau. Quand j'étais petite, mon père m'a montré une carte de l'Allemagne, dit-elle. Je m'en souviens comme si c'était hier. Imagine que ce soit une piscine, m'a-t-il expliqué, profonde de plusieurs centaines de mètres, remplie de l'eau la plus pure que l'on puisse imaginer. Et tu auras une idée de ce que renferme le sous-sol du Sahara. Cela me faisait rêver. Je n'arrivais pas à concevoir qu'il puisse y avoir de l'eau sous cette mer de sable. Il avait raison. Cette première nappe identifiée faisait des centaines de kilomètres de long, mais elle a été pillée par les Libyens d'abord, puis l'Égypte, le Tchad et le Soudan ont voulu leur part du gâteau. Normal, non? C'était sous leurs pieds brûlés par la sécheresse. Je suis d'accord avec vous, cela semble logique, mais vous savez que cette nappe a été empoisonnée. On n'a jamais su par qui. Souvenez-vous des conflits que cet acte criminel a engendré dans la région, mais aussi de par le monde. Heureusement, on a trouvé d'autres nappes aquifères. Beaucoup d'autres, tout le long de ce tracé, dit-il en montrant le surlignage sur l'écran. Sous la ligne des déserts, répéta Tara. Tout à fait, même sous les océans. Oui, je ne savais pas. Personne ne le sait. Tara laissa l'élément faire son chemin dans son esprit et répliqua.
Vous le savez, je veux dire les gens d'Hydror. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ne pas avoir mis l'humanité au courant? À quoi cela aurait-il servi? Tant que cette eau n'était pas exploitée, elle était protégée par le secret. Protégée, répéta Tara avec une pointe de mépris. Elle détourna son regard de Gavril. Qu'il aille donc dire ça aux millions de gens sur la planète qui meurent de soif. La taxe que Tara payait mensuellement pour bénéficier de son quota d'eau pure lui parut soudain une véritable arnaque. Oui, protégée, insista Gavril Ranan. Il y a 13 ans, pendant les guerres de l'eau qui se sont généralisées un peu partout, tous les cas d'écoterrorisme se sont présentés. Empoisonnement des nappes souterraines, des sources et des rivières, à la strychnine, au cyanure, par des contaminations virales. On a même dit que de la matière radioactive avait été déposée volontairement en Antarctique. Vous vous souvenez? Qui pourrait oublier ça? Rétorqua la jeune fille en haussant les épaules. On paie maintenant l'eau assez cher pour s'en souvenir. L'ONU a créé le World Water Office pour surveiller et réglementer la gestion de l'eau et pour assécher nos porte-monnaies. Quand ça se saurait, qu'il y a de l'eau sous les océans, les gens voudront sûrement payer moins cher le mètre cube. Vous êtes tenu en secret, Tara, comme moi, dit Gavril, privilège douloureux de certaines professions. Nous accompagnons aujourd'hui Astrid Pergan dans un rôle de contrôleur wow-wow. Tara le regarda étonné. Contrôleur wow-wow? Madame Pergan, elle est déléguée de l'ONU, pas du World Water Office. C'est la même maison. Elle vient discuter du coût de l'eau douce puisée sous le golfe de Kutch. Elle s'en lave aux fameuses nappes. Entre autres, oui, une richesse inestimable. D'un coup d'angle sur l'écran de son ordinateur, Gavril zooma sur l'océan Indien, jusqu'à ce que Tara reconnaisse les côtes du nord-ouest de l'Inde et celles du Pakistan. Les détails du golfe de Kutch apparurent alors. Je ne peux pas grossir davantage l'image, dit-il en souriant. Pour la vision macro, il vous suffit de regarder par le hublot. Nous arrivons à Hydror Iceland. Le sifflement des réacteurs de l'Hélijet venait en effet de se modifier. Tara tourna la tête et découvrit alors le spectacle étonnant de 20 plateformes aqualières posées comme autant d'îlots artificiels à la surface de l'océan. Elle en resta muette. On aurait dit un collier de perles sur un écrin. Cliff Jorid, constatant que sa stagiaire regardait par le hublot, haussa la voix et dit: Alors, Tara, reconnaissez que ça valait le déplacement, non? Elle fit oui de la tête. Bienvenue à Hydror Icelands, dit le PDG Hayden Cork. Vous allez voir, on va vous faire passer un week-end d'enfer. C'est exactement ce que je lui ai promis, surenchérit Cliff Jorid. Tara se retint pour ne pas hausser les épaules. S'ils s'y mettaient tous, elle avait déjà vu ça quelque part, dans un vieux film, où des personnalités conviées sur une île pour visiter une espèce de parc de loisirs se retrouvaient toutes, ou presque, bouffées par des dinosaures transgéniques à la fin de l'histoire. Déjà que Gavril avait parlé de requins, charmante perspective. Le jeune juriste eut un geste fataliste en la regardant. Faute d'autre chose, lui confia-t-il avec un petit sourire, vous saurez au moins d'où vient l'eau que vous buvez à Bombay. Elle est pompée ici, transportée dans d'énormes aqualiers et injectée dans le réseau de la ville à titre d'expérience. Puisque-vous parlez de boire, Mr. Ronan, intervint Astrid Pergan en regardant Gavril, oserais-je vous demander de vous improviser, steward, et de nous servir un apéritif? C'est l'heure de porter un toast à la réussite de notre petit sommet. Gavril se leva, et tandis que l'Hélijet amorçait sa descente vers la plateforme principale, Tara imagina Lucius, à Bombay, en train de se servir, lui aussi, un long drink allongé à l'eau d'hydrore. Des petits gestes de la main, elle trinqua virtuellement avec lui. J'ai quelqu'un à te proposer pour remplacer Kirk, dit Sultan au téléphone. Une femme. Kirk était le chien de mer qui avait trouvé la mort lors de l'attaque de l'Ofertus et dont le cadavre était en train de se faire boulotter par les poissons. Dis toujours, répondit Lucius, méfiant. Elle se fait appeler Shilg. Lucius sursauta. Shilg? Il avait évidemment entendu parler d'elle. Un sacré nana. Une vraie légende dans le milieu des pirates. Elle avait dirigé son propre gang d'Amazones, quelque temps auparavant. Plus féroce que les mecs, ces filles-là. Et puis il s'était passé une embrouille. Lucius ne se souvenait plus très bien.
et elle avait disparu de la circulation. Il l'avait crue morte. Si une nana comme Shilk désirait faire partie des chiens de mer, c'est que la réputation de son groupe était vraiment au top. Amène-la-moi à Hydroor Island avec le sous-marin. Elle prendra part à la deuxième partie de l'opération. Je vous déteste, Grand Satara. Vous m'avez laissé me ridiculiser. N'exagérez pas, objecta Gavril en se détournant juste à temps pour éviter un coup de coude de colère. Je n'ai fait que vous demander pourquoi vous portiez une robe en coton et pas en polyamide. Tout ça pour bien souligner que j'ignorais qu'il fallait plus de 5 000 litres d'eau pour faire pousser 1 kilo de coton et seulement 2 litres pour fabriquer 1 kilo de plastique. Je ne voulais pas vous ridiculiser, je voulais juste me donner une leçon. Et j'en ai assez de vos leçons depuis ce matin, tous autant que vous êtes. Vous me rebattez les oreilles, et le réchauffement de la Terre par-ci, et l'apartheid écologique par-là. Voyons Tala, vous savez bien pourquoi certains mots commencent par hydro et d'autres par aqua. Expliquez-lui, mon cher Gavril. Ah, quand votre patron m'a balancé ça, je l'aurais tué. En le balançant par-dessus bord, sans doute, ironisa le jeune Américain. À ces mots, Tara s'immobilisa au milieu de la coursive, puis fit demi-tour pour revenir se planter nez à nez avec Gavril. C'est vous que je vais noyer avant demain soir. Oh là là, ce n'est plus de la rage, c'est de la haine. Tout ça pour une petite nuance entre un préfixe grec et un préfixe latin. Eh bien, moi, je ne la connais pas, la nuance. Alors pourquoi un Gugus quelconque a-t-il décidé un jour de baptiser vos tankers pleins de flotte des aqualiers et non des hydroliers? Répondez-moi, monsieur, je sais tout. Oh, et puis je m'en fiche. Avec un geste de dépit que Gavril trouva très gracieux, Tara se dirigea excédé vers l'ascenseur. Je file à ma cabine pour prendre une douche. Et je me moque de gâcher 200 litres d'eau. Une douche, c'est 50 litres, lui cria Gavril, en tentant en vain de ne pas sourire, tandis qu'elle disparaissait dans l'ascenseur. 200 litres, c'est pour un bain. Le chuintement des portes qui se refermaient empêcha Tara de lui demander s'il pensait à l'hydropolitique chaque fois qu'il actionnait la chasse de ses WC, mais il ne perdait rien pour attendre. La vengeance était un plat qui pouvait se réchauffer au micro-ondes, non? Au dîner, à la première occasion, elle clouerait le bec à cet impertinent, et il avait intérêt à ce que sa chemise ne soit pas en coton. En pénétrant dans sa cabine, la jeune fille soupira en jetant un coup d'œil à sa montre. 20 heures, hélas, la journée de travail n'était pas encore finie. Le dîner fixé à 21 heures serait un repas de travail. Autour de la table, il faudrait continuer à traduire. La réunion de l'après-midi s'était très mal engagée. Après la visite des lieux, passionnante au demeurant, les discussions avaient tourné autour de ce que serait le prix du mètre cube d'eau provenant de plateformes comme celle d'Hydroor Island. Si ce type d'exploitation devait se généraliser, autant savoir où l'on allait. Madame Purgon avait été très ferme. Donnez-moi un coût de production au mètre cube. Pour le pétrole, les marchés internationaux avaient toujours utilisé le baril comme volume de référence. En ce qui concernait l'eau douce, le mètre cube était l'étalon international. Le coût de l'extraction, forage, pompage, additionné à celui du transport par aqualier et à celui du dessalement, les eaux des nappes sous-océaniques étaient très légèrement salées. Tout cela laissait présager des prix élevés. Dans un premier temps, seul le sultanat d'Oman et la région de Bombay achetaient l'eau d'Hydroor Island. La réunion avait pour but, outre de montrer les installations à Madame Purgon, de discuter aussi sur les moyens de réduire les coûts dans les mois à venir et d'envisager ainsi l'exploitation d'autres gisements. Chaque mois, le nombre des sources sous-marines recensées par Hydroor augmentait. Le prince d'Oman, venu en éligette personnelle, avait attaqué d'emblée l'Inde en insinuant qu'elle ne protégeait pas suffisamment le couloir maritime emprunté par les aqualiers pour transporter vers son sultanat l'eau puisée à Hydroor Island. Et nos accords sur la surveillance des eaux extraterritoriales, avait rétorqué le représentant indien. Que faisaient vos opérateurs radars la nuit dernière? La nouvelle de l'arraisonnement de l'Ofertus était parvenue sur la plateforme aqualière 1 heure avant l'atterrissage de l'héligette en provenance de Bombay. Chacun avait appris que l'immense tanker d'Hydroor avait été attaqué par des pirates disposant d'un sous-marin. Le groupe des chiens de mer avait revendiqué l'opération et la méthode, concluant son message par ces termes énigmatiques.
le dernier des trois, G26. Comment voulez-vous repérer des écumeurs de la mer ayant un matériel aussi sophistiqué? Personne n'avait objecté quoi que ce soit à la réponse amère du prince. Tout le monde savait que, souvent, les pirates étaient bien mieux équipés que leurs proies. Leur technologie informatique de brouillage, en particulier, était de pointe, surtout celle des chiens de mer. Ces derniers avaient signé ces 6 derniers mois une vingtaine d'actes de piraterie, dont les plus spectaculaires étaient l'abordage de 3 aqualiers de la compagnie Hydror. Mais ça n'expliquait pas tout. On chuchotait que certains offices maritimes locaux, ceux du Pakistan en particulier, étaient totalement gangrénés de l'intérieur et que les pirates bénéficiaient d'appui au plus haut niveau. Il fallait reconnaître qu'au cours du jour 500 000 tonnes d'eau douce représentaient un sacré butin. L'aqualier avait disparu corps et bien. Pas pour tout le monde, évidemment. Il était certainement en train d'être maquillé, bien à l'abri, quelque part dans un port de complaisance, et sa cargaison négociée sur un marché parallèle. Les pays acheteurs ne manquaient pas, notamment le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, à cause de l'embargo qui frappait ces 3 États pour n'avoir pas su résoudre leurs différends autrement qu'en allant bombarder les barrages du voisin. Les agents du WoWo voulaient ainsi tenter d'assagir les pays trublions en les obligeant à rendre les armes et à s'intégrer dans la communauté disciplinée des membres du World Water Office. Les dirigeants récalcitrants clamaient bruyamment leur opposition à cette discrimination. Mais ces gens haut placés ne souffraient guère de la situation. Il en était autrement des populations. L'eau piratée de l'Ofertus prendrait le chemin des steppes dans des aqueducs géants qu'on ne cachait même pas aux yeux des habitants assoiffés, lesquels étaient réduits depuis des mois à racler l'éléphant asséché et surpollué de leurs anciens fleuves. Tara se souvenait d'images insoutenables d'enfants portant des seaux d'eau saumâtre et avançant à pas menus sur les énormes tuyaux blindés, gorgés d'eau pure à l'intention des corrompus de leur pays. Il faut considérer ça comme des actes de guerre, avait tempêté Heidenkork. Leurs actions ne sont même pas revendiquées comme pseudo-écologiques. C'est de la piraterie pure et simple. Du gangstérisme, c'est le 3e aqualier que perd ma compagnie. Nous devrions les combattre par le même moyen, la violence. Ce n'est pas le but de notre sommet, avait fermement rappelé la déléguée de l'ONU. J'aimerais que l'on revienne sur la question des coûts, et tout particulièrement sur le transport de l'eau, non pas par aqualier, mais dans des ballons en biostuff. Tala avait eu des difficultés à traduire en arabe tous les termes techniques employés par les Suisses représentant la société qui fabriquait ces ballons. Depuis de nombreuses années, dans certaines parties du monde, l'eau était transportée en mer dans d'énormes ballons de 30 millions de litres, mais toujours sur de courtes distances et dans des mers fermées, comme la Méditerranée. De gigantesques fermetures d'éclairs, aux dents de plusieurs centimètres, reliaient les sacs entre eux comme des wagons. Les différentes couches du biostuff, le nanotissu composant les sacs, étaient prétendument capables de se régénérer en cas de déchirement dû à d'éventuelles tempêtes. De même que la peau humaine cicatrise car chaque cellule contient notre patrimoine génétique, avait affirmé l'ingénieur suisse. De même, chacun de nos micromodules électroniques est doté d'une puce qui contient l'ensemble des informations. À la moindre déchirure d'un dixième de micron, les modules environnants réagissent et pallient la défaillance. Ils bouffent le voisin et prennent sa place, avait ironisé Gavril. En quelque sorte, impressionnés, les participants à la réunion d'Hydror s'étaient donc accordés sur l'idée de remplacer les aqualiers par des trains de ballons d'eau tirés par de puissants remorqueurs. En cas d'abordage par des pirates, on ne perdrait que l'eau et un remorqueur, rien à voir avec le coût d'un aqualier. Les membranes flottantes, comme il convenait de nommer ces ballons, seraient donc préconisées à l'avenir. Les Suisses étaient ravis. Tallard comprenait cette joie, qui récompensait leurs recherches, tout en se doutant qu'il y avait aussi des sommes colossales en jeu. Pour eux, l'avenir de l'eau était dans le sac. Tala sortit de sa douche, une serviette nouée autour des cheveux. Qu'allait-elle mettre ce soir? Les tenues bon chic, bon genre que lui imposait son métier lui pesaient parfois. Dès qu'elle était libre, elle portait des ensembles à la mode. Elle adorait en particulier les vêtements en intertex, capables de s'adapter à l'environnement. Voilà pourquoi
La remarque de Gavril sur sa petite robe en coton, spécial boulot, l'avait prodigieusement agacé. Les textiles interactifs étaient les petits coussins du biostuff des ballons à eau. Après 2 heures de traduction sur les taux de résistance et la régénérescence intelligente des tissus bio-inspirés, elle décida que sa petite combinaison moulante en intertexte était la tenue idéale pour le dîner. Elle avait bien droit à un peu de fantaisie dans ce monde d'hydrospécialistes, non? J'ai compris la signification de la signature G26, déclara tranquillement Gabriel. Autour de la table, tout le monde se figea. Les couteaux et les fourchettes restèrent en l'air. Comme ça, d'un coup, entre la poire et le fromage, Gabriel demanda ironiquement Hayden Cork à son assistant. Expliquez-vous, mon cher. G pour Genèse, 26 pour 26e chapitre. Tara détailla Gabriel comme si elle le voyait pour la première fois. Décidément, ce garçon ne cessait de la surprendre. Je vais vous faire un peu de lecture, dit le jeune homme. Il sortit un livre de sa poche et l'ouvrit. C'est l'Ancien Testament, Genèse 26. Je lis. Les serviteurs d'Ishaq, alayhi salam, creusèrent dans la vallée et y trouvèrent une source d'eau vive. Mais les bergers de Guérara cherchèrent querelle aux bergers d'Ishaq, alayhi salam. Cette eau est à nous, disait-il. Ishaq, alayhi salam, nomma alors ce puits Essek, parce qu'il lui avait fait échec. Un deuxième puits ayant été foré, Ishaq, alayhi salatu wa taslim, le nomma Sitna, parce que celui-ci aussi fut contesté. Il partit ensuite de là et creusa un troisième, puis au sujet duquel il n'y eut plus de discussion, il le nomma Rehovot, en disant maintenant, le Seigneur, subhanahu, nous a laissé le champ libre, et nous prospérons dans le pays. Un silence palpable fit suite à ces versets. Seuls Khalif Jorid et Tara chuchotaient pour traduire, respectivement en hindi et en arabe, les paroles sacrées que venait de lire Gavril. Bon sang, sort, jura Hayden Cork. Le message disait le dernier des trois. En effet, acquiesça Gavril, l'Offertus est le troisième aqualier que nous pirates, les chiens de mer. D'après moi, ils ont voulu nous annoncer qu'ils allaient maintenant passer à un niveau d'action supérieur. Que voulez-vous dire? Que ces chiens de mer menacent de perpétrer d'autres attaques contre Hydror? Cela, hélas, nous nous en doutons. Des attaques d'un niveau supérieur, pourquoi pas ici, à Hydror Iceland? Hayden Cork devint livide. Les autres étaient muets de stupeur. Je vais demander qu'on lance un SOS, dit le PDG. Il se leva en hâte, jetant sa serviette sur la table avec rage, mais à peine avait-il fait un pas en direction de la porte qu'une déflagration sourde ébranla la structure de la plateforme. Le sol vibra, et brutalement, le plancher s'inclina entraînant la table, la vaisselle fine et les plats dans un fracas épouvantable. Tara n'eut que le temps de s'agripper à un menton juste derrière elle. Astrid Pergan et le prince d'Oman n'eurent pas sa chance et se retrouvèrent l'une à quatre pattes, l'autre empêtrée dans sa djellaba, glissant sur le parquet verni de la salle de réception. Les piliers, hurla l'ingénieur suisse, ils ont fait sauter les piliers de la plateforme. Sauf qui peut, tout va couler. La panique griffa le ventre de Tara. Elle jeta un regard désespéré en direction de son maître de stage. Mais celui-ci était à demi couché en bout de table, tout le haut du corps écrasé par un énorme lustre qui s'était détaché du plafond. Une flaque de sang commençait à s'étaler sur la nappe brodée que froissaient les doigts de Jorid dans un dernier spasme. Cliff, cria la jeune fille en voulant se diriger vers lui. Gavril la retint fermement par le bras. C'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Il faut quitter la structure avant qu'elle ne s'abîme en mer. Venez, Tara, je vous en prie. Elle résista à l'attraction qu'exerçait sur elle le jeune Américain. Une deuxième explosion retentit. Une brèche béante déchira la paroi, tandis que le sol s'inclinait encore davantage. Astrid Pergan hurla. Elle glissait inexorablement vers la brèche. Elle disparut dans la nuit en direction des flots. 25 mètres plus bas, le prince d'Aumont la suivit de peu après avoir tenté en vain de se retenir à une tôle déchiquetée.
Il faut leur lancer des bouées, hurla Tara, à la limite de l'hystérie. Venez, la supplia Gavril, sauvons-nous pendant qu'il en est encore temps. Nous ne pouvons plus rien pour eux. Les yeux exorbités, elle se tourna vers le jeune homme et s'accrocha alors désespérément à lui. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent pour être remplacées par l'éclat verdâtre des veilleuses d'urgence. Gavril tira Tara jusqu'à la coursive, utilisant chaque aspérité pour avancer, marchant à moitié sur le sol et à moitié sur la cloison, tant la gîte de la plateforme était importante. Ils parvinrent à atteindre un escalier après de nombreuses chutes, glissades et chocs en tout genre. Ils arrivèrent enfin au niveau de la mer par miracle. Le pont d'embarquement était encore à peu près horizontal. Plusieurs techniciens s'y trouvaient déjà. Un projecteur éclairait péniblement cette scène de désolation. Les éléments métalliques de la structure ployaient les uns après les autres, avant de s'écraser avec fracas dans l'eau. Comme les allumettes d'une vulgaire construction de pacotille, un geyser immense arrosait Tara et Gavril d'une pluie torrentielle. Instinctivement, la jeune fille passa sa langue sur ses lèvres. De l'eau douce, le forage avait explosé et l'or bleu était en train de se perdre dans le tumulte de l'océan. Aidez-nous, hurla soudain une voix au milieu du vacarme ambiant. Gavril et Tara levèrent la tête. Ils distinguèrent accrochés au banc 3 silhouettes qui leur faisaient des signes, Hayden Cork et les 2 Suisses. On les aida à descendre sur la plateforme. Un des responsables de la sécurité rejoignit le groupe formé par les invités venus de Bombay. Il dressa un premier bilan au PDG. L'antenne radio gisait par deux. 100 mètres de fond, les blessés étaient nombreux, les morts encore, impossible à chiffrer. Un bruit de moteur attira alors l'attention de Tara. Elle se retourna pour voir surgir de la nuit une vedette hyper rapide à la ligne fuselée. Des secours, jubila-t-elle en secouant la manche de Gavril. Celui-ci détailla l'engin. Je ne crois pas, asséna-t-il lugubre, ce sont plutôt les chiens de mer. Le bateau accosta en contrebas, et des grappins furent lancés en direction du ponton. Une dizaine d'hommes, pistolets au poing, grimpèrent jusqu'à eux. Tara se serra contre Gavril. Au contact de l'eau, sa combinaison avait modifié son apparence. De soyeuse, elle était devenue imperméable et luisante. L'eau ruisselait sur Tara sans l'atteindre, sauf sur son visage où ses cheveux trempés dégoulinaient dans son encolure. Voyez-vous ce que je vois ironisa un des nouveaux arrivants. Quel charmant tableau! La belle et le tocard. À demi aveuglé par l'eau et la torche braquée dans sa direction par un des chiens de mer, Tara mit quelques secondes avant de réagir au son de la voix. Lucius s'exclama-t-elle. Elle se détacha de Gavril et souriante fit 3 pas vers le jeune homme. Stop, ordonna-t-il. Pour qui tu me prends? Pour le sauvetage en mer? Le ton méprisant arrêta net la jeune fille. Elle balbutiait quelques syllabes d'étonnement avant de comprendre. Ce n'est pas vrai. Tu es avec ceux qui ont fait sauter la plateforme? Demanda-t-elle. C'est moi leur chef, déclara fièrement Lucius. Cork, suivi de Gavril, s'était rapproché de Tara. Le chef, vraiment, répéta Cork. Le chef de quoi? D'une bande de terroristes incapables de faire autre chose que détruire. Ce n'était pas prévu comme ça, fulmina Lucius. On voulait vous prendre en otage avec la mère Pergam et le prince Doman, puis évacuer la plateforme et la faire sauter, histoire de montrer que les chiens de mer ne plaisantaient pas. Mais j'ai des abrutis dans mon équipe qui se sont plantés dans le décalage horaire entre l'Inde et le Pakistan et qui ont fait péter les explosifs trop tôt. Gavril éclata d'un rire grinçant. Belle coordination, en effet. Ça me rappelle une fameuse bourde de la NASA au siècle dernier. Une sonde s'était crachée sur Mars parce que des gars avaient confondu les pouces et les centimètres. Toi la ferme, aboya Lucius. Soudain, un projecteur venu de la mer inonda violemment la plateforme. Personne n'avait vu émerger des profondeurs océanes le sous-marin des chiens de mer. Un zodiaque se détacha des flancs du submersible et vint accoster ce qui restait de la plateforme. À nouveau, des grappins furent lancés et d'autres pirates, emmenés par Silton, grimpèrent sur la structure. Silton embarque le PDG, la belle et le tocard dans le sous-marin, ordonna-t-il à son second. Les autres restent sur place. Mais la plateforme va sombrer, cria Tara. T'affole pas, bébé. Ils ont sûrement des chaloupes. Puis il s'adressa au commando avec lequel il était venu. Vous,
Vous regagnez la vedette. Moi, je repars dans le sous-marin avec les otages. C'est alors qu'une femme se détacha du petit groupe commandé par Sultan. Vêtue d'un treillis militaire, la tête rasée, elle avait un visage impassible. Elle tenait un fusil d'assaut dans la main droite. Sultan n'a pas eu le temps de me présenter. Je suis Shilk. Lucius la détailla de haut en bas, sourit, puis hocha la tête. Bienvenue parmi les chiens de mer. Merci. Je peux cadrer les otages proposa-t-elle. Ok. Mais nous allons aussi les cadrer, au sens médiatique du terme. Il sortit un téléphone portable muni d'une webcam et composa un numéro, tout en attendant la réponse à son appel. Il fit un geste de son arme, intimant l'ordre aux trois otages et à leurs gardiens de descendre dans le zodiaque. Tout le monde s'entassa dans l'embarcation. Tara jeta un regard dans la direction de Lucius. Le chien de mer tenait le portable à bout de bras et balayait les ultimes restes de la plateforme centrale d'Hydror Iceland, sur le point de s'abîmer dans le golfe de Couch, ainsi que les otages recroquevillés dans le bateau pneumatique. Que fait-il demanda-t-elle à Gavril, qui s'asseyait près d'elle. Il envoie des images à un relais satellite, répondit le jeune homme. Le chantage commence. On va peut-être savoir qui est derrière tout ça. Mais comment se fait-il que vous connaissiez ce bandit? Tara ne répondit pas. Avec horreur, elle venait de se rendre compte que si Lucius avait attaqué la plateforme, c'était de sa faute. Dans le message qu'elle lui avait laissé sur son répondeur, elle avait imprudemment parlé de l'importante réunion qui allait se découler à Hydror Iceland avec Cork, Astrid Pergan et le sultan d'Oman. Jamais elle ne se pardonnerait d'être la cause de cette tragédie. Elle se mit à pleurer doucement, sur Cliff Jorid, sur Astrid Pergan et sur tous ceux qui avaient péri. La nouvelle fit la une de toutes les chaînes d'infos dans les heures qui suivirent. Une plateforme d'Hydror Iceland sombre dans l'océan Indien. Des milliers de tonnes d'eau à la mer. Les chiens de mer tuent une déléguée de l'ONU. Halte au terrorisme. Et surtout, à qui profite le crime? Que veulent les chiens de mer? On vit des militants écologistes revendiquer la paternité d'une telle initiative au nom du droit des peuples à l'eau pure. Des voix s'élèvent pour rappeler que, dès le 6e verset de la Bible, il est dit que Dieu, subhanahu, sépara les eaux d'avec les eaux et que l'homme devrait bien en faire autant, en partageant équitablement la source de vie. On cita le Coran, la Torah, Bouddha et même les Phéniciens qui, selon d'antiques documents, auraient été les premiers à chercher des sources au fond de la mer. La révélation de l'existence des nappes aquifères sous-marines en grand nombre déchaîna les médias. On accusa le WoWo d'avoir caché au reste du monde les recherches en ce domaine, certains parmi lesquels les Européens s'interrogèrent avec aigreur sur le choix de la multinationale américaine Hydror pour mener à bien les premières expériences de forage. Dans la cabine du sous-marin, où ils avaient été enfermés, les trois otages regardaient une mini-téléviseur qu'on leur avait laissé. Devant les infos, Tara, Gavril et le directeur d'Hydror étaient atterrés. Ils avaient la sinistre impression que le monde s'occupait de tout sauf d'eux. Leur sort était régulièrement évoqué, mais seulement en introduction à des reportages généraux et à des débats de pseudo-experts sur le problème de l'eau. Finalement, une chaîne annonça que les États-Unis envisageaient une action militaire pour prendre le contrôle des transports d'eau dans l'océan Indien et accessoirement récupérer ces deux ressortissants. Tala ironisa en demandant, amer, si on penserait à sauver dans la foulée la petite Française, vu que son pays privilégiait la solution diplomatique et qu'elle n'était pas sortie de l'auberge. La porte s'ouvrit brutalement. Lucius, l'arme au poing, fit irruption dans la cabine, suivi de Shilg. On va vous transférer, annonça le chien de mer. Où et pourquoi demanda Hayden Cork. Je crains une attaque. On va vous séparer et vous mettre en lieu sûr. Nous séparer, gémit Tala. Ne chiale pas, sinon je te descends. Tuer les gens qu'on connaît au profit des gens qu'on ne connaît pas, lança Gavril à Lucius. C'est la définition de la sale guerre, ça. Dites-nous au moins pour qui vous travaillez. Ainsi nous saurons pour qui vous mettez nos vies en danger. Je travaille pour l'argent. Je n'ai jamais eu d'autre cause. Je suis un pirate du XXIe siècle. Fini le temps où les activistes étaient aussi des idéalistes. Je pourrais vous donner un nom, mais je ne sais pas pour le compte de qui il agit. Fatoum, lâcha Shilg,
Lucius la regarda et aboya. Mais qu'est-ce qui te prend? Et comment connais-tu ce nom, toi? Shilk eut un léger sourire. Puis d'un geste vif, elle fit jaillir un couteau de sa manche, agrippa les cheveux de Lucius, lui tira la tête en arrière et l'égorgea. Du sang éclaboussa Tara, qui se mit à crier. Shilk lâcha le corps de Lucius, qui s'affaissa mollement dans un gargouillement horrible. Taisez-vous, ordonna-t-elle à Tara, et écoutez-moi bien. Je vais profiter de ce que Lucius a annoncé à ses hommes qu'on allait vous transférer pour vous libérer. On va partir avec la vedette qui a rejoint le sous-marin. Un hélico viendra nous récupérer par élitreillage. Qui êtes-vous, Octara Cork, qui se remettait à grand-pain de sa frayeur. Disons une sorte de chienne de mer, mais pas du même bord. Plus exactement, plus du même bord. Désormais, mon boulot est d'infiltrer les groupes comme celui de Lucius et de les éliminer. Qui est ce Fatoum demanda Gavril. C'est le nom de code d'une mafia nouvellement apparue qui gère des gangs comme les chiens de mer et les met à la disposition des puissants de ce monde. Pour qui Fatoum travaillait-il sur ce coup-là questionna Cork. Un consortium de fabricants norvégiens de biostuff. Dans un premier temps, les chiens de mer attaquaient les aqualiers, démontrant que ce mode de transport n'était pas fiable. Puis ils se seraient débrouillés pour éliminer les Suisses du marché. Je ne sais pas comment, mais pourquoi avoir fait sauter la plateforme? Lucius a voulu jouer perso et doubler Fatoum. Apprenant la présence de personnalités à Hydro Iceland, il a décidé de monter une opération de kidnapping et de demander une énorme rançon. Mais l'explosion anticipée de la plateforme a provoqué une tragédie. L'opinion mondiale s'en est mêlée et il n'a pas su se dépêtrer de ce guépier. Finalement, Lucius n'était qu'un petit joueur. Shilk sortit un minuscule objet de sa poche et le lança en direction du plafond où il se colla. C'est un mouchard électronique, dit-elle. Il va signaler la position du sous-marin à un lanceur de missiles. Nous avons un quart d'heure devant nous pour nous tirer. Une dernière question, hasarda Tara. Et vous, pour qui travaillez-vous? Shilk se contenta de mettre un doigt sur ses lèvres. Quelques mois plus tard, assise dans un fauteuil face à une baie vitrée, Tara contemplait New York depuis le 20e étage du bâtiment des Nations Unies. À ses pieds, l'East River brillait dans le soleil couchant. Comme partout sur les côtes, le niveau avait monté au fil des années au point de recouvrir les anciennes quasi-promenades au pied de l'immeuble de verre. Suite à la révélation de l'existence des nappes sous-marines, le Conseil de l'ONU avait mandaté une mission d'étude pour des projets d'exploitation à grande échelle sur toute la planète. Gavril avait été pressenti pour prendre la direction du groupe de recherche. Il avait fini par accepter, soucieux de faire de son mieux pour améliorer la situation de l'humanité. Son maître mot était développement durable. Il fallait gérer sans épuiser, apprendre à doser les forages pour laisser le temps en nappe de se reformer. Gavril refusait de parler de restriction. Il disait néo-répartition. Tara était fière de lui. Elle, de son côté, avait abandonné le métier d'interprète, trop stressant, pour se consacrer à la traduction littéraire. Régulièrement, elle pensait à Cliff Jorrit, à Astrid Pergen, à tous ceux d'Hydro Iceland qui avaient trouvé la mort à cause de son insouciance. Elle pensait aussi à la femme au crâne rasé qui les avait sauvés, l'énigmatique Shilg. Tara n'avait plus entendu parler d'elle après leur élitreillage et l'explosion du sous-marin. Était-elle une ancienne pirate repentie? Qui était son employeur? Gavril apparut, essoufflé. Il se pencha pour déposer un rapide baiser sur les lèvres de Tara. Tu n'as pas trouvé le temps trop long? Hayden Cork n'en finissait plus de discuter du programme d'implantation des nouvelles plateformes aqualières avec les délégués européens, son fameux programme Aquaterra. Pourquoi n'avez-vous pas baptisé ça Hydroterra demanda la jeune femme en se levant pour passer son bras sous celui de son compagnon. Ah, les fameux préfixes, se moqua Gavril. Oui, en fait, tu n'as jamais répondu à ma question. Pourquoi certains mots commencent-ils par hydro et d'autres par aqua? Je ne t'ai jamais répondu, ma belle, tout simplement parce que je ne connais pas la réponse. Les deux jeunes gens partirent d'un grand éclat de rire qui ricocha sur les baies vitrées de l'immeuble des Nations Unies.